Alors là, les amis, je ne m'attendais pas à être embarquée comme ça. L'épisode 2 de Blood of My Blood, Sealed with a Kiss, scellé d'un baiser, c'est simple, j'ai été cueillie. On est toujours dans le double lancement de la série, les épisodes 1 et 2 sont sortis ensemble. Le premier nous racontait la naissance du couple Fraser, Brian et Hélène, et celui-ci, l'épisode 2, se concentre sur Julia et Henry, les parents de Claire. Donc en gros, on est littéralement en train d'assister à la création des deux lignées qui un jour vont donner Jamie et Claire. Voilà, déjà, émotion. Et je vais être honnête avec vous, j'ai trouvé cet épisode magnifique. Visuellement, c'est comme du cinéma. Émotionnellement, ça m'a frappé en plein cœur et surtout, j'ai trouvé leur histoire, celle de Julia et Henry, profondément sincère. C'est pas juste ils sont beaux, ils s'aiment, c'est plutôt ils s'accrochent l'un à l'autre pour survivre. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ce qui se passe dans l'épisode, évidemment, mais surtout, je vais vous expliquer pourquoi ça marche aussi bien, pourquoi ça me touche, la mise en scène, les musiques, les parallèles avec Outlander, les symboles, et puis aussi ce qui fait débat chez les fans, parce que oui, il y a déjà des théories assez folles qui circulent. Bref, installez-vous, on plonge dans Scellé d'un baiser. Ce deuxième épisode, honnêtement, m'a bluffé par ses maîtrises visuelles et sonores. Jamie Payne, que les fans d'Outlander connaissent bien, livre ici un vrai petit film de cinéma. Tout est parfaitement rythmé avec une direction d'acteur très fine. Jeremy Irvine, qui joue Henry, joue le traumatisme avec ce regard qui dit tout. Hermione Corfield a cette douceur mêlée de détermination qui la rend absolument crédible, et Tony Curran en Lord Lovat est vraiment glaçant. Visuellement, l'épisode joue sur les contrastes, les tranchées sont filmées dans des tons métalliques, gris, bleu, vert sale, avec une caméra immersive, presque au ras du sol, et à l'inverse, le bureau de Julia baigne dans des teintes sépia, plus chaudes. Et quand on est au XVIIIe siècle, le château de Lovat est sombre et étouffant, alors que la maison Grant surprend par sa lumière et sa modernité. D'ailleurs, certains fans ont cru que c'était un décor anachronique, mais en réalité, c'est historiquement exact. Ce château a bien été construit à la toute fin du XVIIe siècle, donc tout à fait plausible pour 1714. Et puis, il y a la musique de Bear McCreary qui nous offre un thème magnifique pour Julia et Henry, violoncelle baroque et une clarinette mélancolique, un clin d'œil direct au thème de Frank et au compositeur Ralph Vaughan Williams, qui est un compositeur emblématique de la Grande Guerre. Pour les tranchées, Bear a fait un choix audacieux, des synthétiseurs, des nappes dissonantes presque anachroniques, mais d'une efficacité redoutable. Ça ancre la guerre dans une dimension sonore à part, presque sensorielle. Alors si vous voulez tout savoir sur les choix musicaux de Bear McCreary, je mis le lien de son blog dans la description, là en dessous, et puis je vous en parle un peu plus en détail sur Patreon. D'ailleurs, petit clin d'œil des coulisses, les scènes de guerre ont été tournées tout au début du tournage du bloc. Jamie Payne, le réalisateur, voulait que les acteurs commencent par ces séquences dures, intenses, pour qu'ils plongent tout de suite dans la gravité du ton. Et ça se ressent, la caméra colle littéralement au personnage, on est dans la boue, dans la peur, dans le souffle. Franchement, on dirait du cinéma. Et sans le revendiquer directement, on sent une parenté avec des films comme 1917 de Sam Mendes, dans cette façon d'immerger le spectateur dans l'action tout en gardant une vraie humanité. Et ce n'est pas un hasard si Jeremy Irvine joue si juste, il a déjà tourné un film de guerre avec Spielberg, excusez un petit peu, War Horse, le cheval de guerre que vous avez peut-être vu, c'est sorti au début des années 2010. Alors autant dire que Jeremy connaît la boue, les tranchées, et ce qu'un regard peut dire quand les mots manquent. Alors, j'aime aussi la lenteur assumée de l'écriture, cette place donnée aux lettres. Le temps qu'on consacre à écrire, à lire, à attendre une réponse, c'est devenu si rare. Et cet épisode nous rappelle que l'amour parfois se joue là, dans le silence entre deux phrases, dans l'espoir qu'une lettre soit reçue. Tout ça crée un épisode assez équilibré, intense, sans être pesant. Alors bon, les scènes de tranchées, c'est à part. Romantique aussi, mais sans être sucré. C'est pas de la guimauve. Et comme l'a écrit Annie sur Patreon, ce deuxième épisode m'a vraiment fait entrer dans la série. Moi aussi. Tout est là, la beauté, la douleur, la retenue et ce parfum de destin qu'on reconnaît entre mille. Alors forcément, j'ai eu envie de revenir sur mes moments préférés, mes tops, mes flops et ce qu'ils disent du fond de cette histoire. Mon top, sans hésiter, c'est la scène du cauchemar d'Henry. Ce moment-là, il m'a littéralement saisi, tout paraît calme, et d'un coup, la guerre revient, Henry hurle, se débat, suffoque, et on comprend à quel point ce qu'il a vécu dans les tranchées continue de le hanter. Jeremy Irvine est bouleversant. Il ne joue pas, il revit le trauma.
Chaque geste, chaque souffle, chaque tremblement est d'une vérité incroyable et on sent que la caméra n'intervient jamais pour dramatiser. Pas de musique, pas de ralenti, juste une douleur brute. Et cette intensité, elle vient aussi du tournage lui-même. Jeremy Irvine, il l'a raconté à Tara Bennett dans Pest Magazine, et il dit: je crois que c'était la première prise. Je ne l'avais pas vraiment planifiée, j'ai eu une réaction assez forte. Le réalisateur m'a dit: on va peut-être en faire un peu moins. Et quelques semaines plus tard, il est venu me voir pour me dire: on a gardé cette prise. Voilà, tout est dit. C'est cette spontanéité-là qu'on ressent à l'écran. Et ce que j'aime, c'est que Julia n'essaye pas de le sauver. En fait, elle l'accompagne, elle pose la main sur lui, enfin ses bras autour de lui, elle respire avec lui. C'est simple, c'est pudique, bouleversant. Une scène d'amour sans mots, où l'humanité prend toute la place. Pour moi, c'est le cœur de l'épisode, un moment qui résume tout. La guerre, la peur, la tendresse et cette façon qu'a Blood of My Blood de dire que l'amour, parfois, c'est juste être là. Alors bon, vous me connaissez, j'aime toujours chercher le petit détail qui m'a un peu moins convaincue. Et franchement, ça a un flop tout doux, parce qu'on reste dans un épisode que j'ai adoré. Mais s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait la scène de la reconnaissance dans l'escalier. Alors c'est une scène magnifique, très romantique, filmée comme un éclair, mais pour moi, un peu trop fulgurante. En tout cas, c'est ma première impression. Julia et Henry ne se sont jamais vus, jamais entendus, et ils se reconnaissent d'un seul regard dans ce grand escalier de pierre. Alors c'est poétique, oui, mais sur le moment, j'ai trouvé ça presque trop instantané pour être crédible. Et je ne suis pas la seule à avoir ressenti cela. Florence l'a très bien dit sur Patreon, leur reconnaissance immédiate n'est pas crédible. Alors cette question a même été posée à Jeremy Irvine et Hermione Corfield pendant la promo, et dans l'interview que j'ai sous-titrée et que vous pouvez retrouver sur mes réseaux, ils racontent qu'ils ont justement discuté de ça. Est-ce que Julia et Henry avaient vu une photo l'un de l'autre ou pas? Et finalement, ils ont décidé d'assumer la magie. Hermione plaisante en disant « peut-être qu'Henry a prononcé cette phrase à toutes les femmes qui passaient ce jour-là ». Mais très vite, ils expliquent aussi que Matt B. Roberts, le showrunner, voulait que cette rencontre ait quelque chose de cosmique. Et en fait, il y a une petite anecdote que j'aime beaucoup, qui est racontée par Matt Roberts dans une interview pour Collider. Et il expliquait que cette idée de reconnaissance immédiate lui venait d'une histoire vraie. Son père avait échangé des mails pendant plusieurs mois avec une femme qu'il n'avait jamais vue. Il s'était juste un peu parlé au téléphone. Et puis le jour où son père lui a demandé de l'emmener à l'aéroport pour aller retrouver cette femme, Matt s'est inquiété du fait qu'il ne savait même pas à quoi elle ressemblait. Et son père a répondu simplement « peu importe, je l'aime déjà ». Et cette femme, pour la petite anecdote, est devenue sa femme. Et c'est ce genre de moment qu'ils ont voulu recréer entre Henry et Julia, une évidence plus forte que la logique. Autrement dit, il ne fallait pas que ce soit rationnel, mais instinctif. Donc oui, sur le moment, j'ai levé un sourcil, mais en y repensant, ça fonctionne. Parce que Blood of My Blood ne raconte pas des histoires d'amour ordinaires. Elle raconte des reconnaissances d'âme, des connexions qui traversent le temps. Et dans ce cadre-là, cette scène, finalement, a tout son sens. Mon premier thème, c'est aimer en temps de guerre. Ce que j'aime dans l'épisode, c'est que l'amour d'Henry et Julia naît au pire moment possible. Pas dans un décor romantique, pas au détour d'un bal ou d'un hasard heureux. Il naît au cœur du chaos. Lui, dans les tranchées, au milieu de la boue et de la peur, et puis elle, derrière un bureau de censure, plongée dans des lettres qui racontent l'horreur. Et pourtant, à travers les mots, quelque chose s'allume. Et c'est ça que je trouve magnifique. Leur histoire n'est pas née d'un coup de foudre, mais d'un échange de pensées, d'une soif commune de lumière. Les lettres deviennent leur respiration. Elles leur donnent une raison de tenir jour après jour. Et on sent qu'écrire, pour eux, c'est respirer. Julia découvre Henry par les mots. Elle devine sa sensibilité, son humour, ses blessures. Et lui, à travers ses réponses, trouve un écho à sa propre humanité. C'est d'une beauté rare parce que, avant même de se rencontrer, ils se comprennent déjà. Daniel le disait très joliment dans les commentaires Patreon, le temps qu'on consacre à l'écriture me semble toujours idyllique. Ouais, il y a un choix narratif ici qui est beau. Le montage des lettres porté par un thème musical dont je vais vous reparler, traduit cette douceur mélancolique. On sent le temps suspendu, la tendresse contenue dans chaque mot. Et puis, il y a cette idée que la guerre rend tout plus intense. Chaque jour peut être le dernier, alors aimer devient un acte de courage. Et Jeremy Irvine l'a résumé parfaitement en interview. Cette relation, dit-il, c'est leur seule lumière dans l'obscurité. Et c'est exactement ça. L'urgence donne à leurs échanges une force incroyable. Et quand enfin ils se rencontrent, quand ils s'embrassent dans l'escalier, c'est comme si tout ce qu'ils avaient écrit prenait soudain corps. Ce baiser avec leurs mains qui se cherchent, leurs bras qui se referment l'un sur l'autre,
C'est la matérialisation de tout ce qu'ils ont contenu jusque-là, un geste d'abandon, de soulagement, presque de survie en fait. Et c'est ce que la série raconte ici. Ce n'est pas un amour idéalisé, c'est un amour lucide, construit sur la peur et la douleur. Julia ne cherche pas à fuir la guerre, elle choisit d'aimer, même au cœur de la tempête. Et c'est ça pour moi la force de Blood of My Blood. Comme dans Outlander, les temps de guerre ne détruisent pas les sentiments, ils les rendent plus solides, plus essentiels aussi. Aimer en temps de guerre, c'est affirmer la vie. Chez Henry et Julia, ce n'est pas une échappatoire, c'est une façon de rester debout, de tenir bon et de croire encore à la lumière. Mais la guerre n'est pas le seul ennemi de ce couple, parce que leur amour, né dans le chaos, va très vite se confronter à un autre combat, celui contre le temps lui-même. Parce que dans les canons d'Outlander, le danger ne vient pas seulement des bombes ou des hommes, il vient aussi de ce temps qui sépare. Et c'est justement ce que raconte la deuxième partie de l'épisode. En fait, ce qui est bouleversant dans l'épisode, c'est la manière dont ils ont fait du temps un personnage à part entière. On suit une seule et même histoire ici, celle d'Henry et Julia, racontée sur 2 époques différentes. Alors d'abord en 1917, je viens d'en parler, leur amour naît dans la guerre à travers les lettres, les promesses, l'attente. Et puis sans prévenir, le temps se brise, les pierres les projettent en 1714, mais pas ensemble. Ils survivent à la guerre, puis seulement pour être séparés par des pierres. Alors c'est cruel, mais c'est plutôt magnifiquement raconté. Et cette séparation, elle passe par des objets. La montre d'Henry, par exemple, au front, elle lui servait à mesurer les secondes entre 2 bombes. C'est un moyen de reprendre le contrôle, de devancer ou de déjouer le chaos. Et plus tard, quand Julia la répare, cette montre devient un symbole d'amour, et peut-être un peu plus que ça. Certaines fans ont remarqué qu'elle pourrait contenir du quartz. Et dans l'univers Outlander, on sait bien ce que ça signifie. Un possible conducteur du voyage à travers les pierres. C'est un joli clin d'œil. Rien n'est dit, mais tout est suggéré. Alors, je vous avais promis dans mon premier décryptage de vous parler de la mythologie du voyage dans le temps, dans Outlander. Eh bien voilà un premier élément. Il est théoriquement nécessaire d'avoir une pierre précieuse. Et donc, autre objet, la bague de mariage de Julia. Bien sûr, c'est le symbole de leur union. Et quand elle se réveille au XVIIIe siècle, la pierre bleue de cette bague a disparu. Et là, pour les fans, c'est un signe clair, elle vient de voyager. Julia, elle ne comprend pas encore, mais pour nous, c'est une confirmation immédiate. Et puis, il y a ce geste assez fort, la gravure SWAK, donc Sealed with a Kiss en anglais, ça veut dire scellé d'un baiser. Cette gravure sur la pierre, c'est un message lancé à travers le temps, c'est un repère, presque un SOS. Et quand Henry arrive à son tour aux pierres et découvre cette gravure, il comprend que lui et Julia ont été séparés. Alors, ils sont dans le même lieu, mais pas tout à fait au même moment. Les pierres n'ont pas seulement fait voyager Henry et Julia, elles les ont séparés. Dans Blood of My Blood, le temps n'est pas une simple frontière, c'est le véritable adversaire. Et justement, si le temps les sépare, il laisse aussi quelque chose derrière lui, ce qu'on transmet, même sans le savoir. Et c'est ce qu'on découvre à travers Henry et Julia, les racines de Claire. Et c'est un peu mon troisième thème. Si le temps les sépare, il relie aussi 2 générations, parce qu'au fond, Blood of My Blood ne parle pas seulement d'amour ou de perte, elle parle d'héritage, de ce qu'on laisse, parfois sans s'en rendre compte. Chez Julia, on retrouve déjà tout ce qu'on aime chez Claire, l'intelligence, la curiosité, le refus de se contenter de ce qu'on lui impose. C'est une femme moderne avant l'heure, rationnelle et libre dans sa tête, elle veut étudier, comprendre le monde, défendre des idées. Elle milite pour les suffragettes, elle s'engage, elle pense par elle-même. Et même quand tout s'effondre, elle reste debout. Prisonnière chez Lord Lovat, elle garde cette flamme, cette volonté de trouver une issue. Alors et vous, est-ce que vous voyez de Julia chez Claire ou de Claire chez Julia? Pour Antonia sur Patreon, c'est évident. On reconnaît le tempérament de Claire dans celui de sa mère. Et puis, il y a Henry, moins impulsif, plus stratégique, mais tout aussi tenace. Dès qu'il arrive chez les Grant, il s'adapte. Il observe, il apprend à naviguer dans ce monde hostile. Il sait qu'il n'aura pas de deuxième chance, alors il choisit la prudence, la raison. Et c'est aussi une forme de courage, ce n'est pas un héros flamboyant. C'est un homme qui s'accroche à la vie parce qu'il a une promesse à tenir, retrouver Julia. Et j'aime aussi beaucoup la maturité de leur amour. Contrairement à Brian et Hélène, dans le premier épisode, leur histoire ne naît pas d'un coup de foudre. Elle se construit lentement à travers des lettres, un dialogue d'âme avant d'être une union de corps. Mais dès qu'ils se voient, tout devient évident. Leur contexte, la guerre, la peur, la mort, accélèrent tout. Et au moment où ils traversent les pierres, faut pas oublier, ce ne sont plus de jeunes amants. Ils ont déjà vécu 5 ans ensemble, mariés,
parent d'une petite Claire et d'un bébé à venir. Et cette ellipse temporelle donne une autre dimension à leur séparation. Ce n'est pas un amour naissant qu'on arrache là, c'est un couple solide qu'on déchire. Et ce qui est très beau, c'est la manière dont la série met en scène leurs deux tempéraments. Julia agit, impulsive, courageuse, prête à tout pour rentrer. Henry, lui, observe, s'adapte, pense à long terme. Ils affrontent le XVIIIe siècle chacun à leur manière, mais toujours portés par la même force, l'envie de se retrouver. C'est l'amour comme moteur de survie. Julia agit parce qu'elle aime et Henry tient parce qu'il aime. Bien sûr, cette idée de transmission traverse tout l'épisode. On sent déjà ce qu'Henry et Julia vont léguer à Claire. La lucidité, la passion et cette force tranquille de ceux qui avancent même quand le monde s'effondre. Ce lien invisible entre les générations, c'est ce qui donne à la série une partie de sa profondeur. Elle ne cherche pas à copier Outlander, mais à nous rappeler d'où vient cette lignée. Et visuellement, Jamie Payne illustre tout cela magnifiquement. Le gris du château de Lord Lovat symbolise l'enfermement, la contrainte, la peur. Celui d'Henry, plus doré, plus lumineux, évoque la reconstruction et la survie. Deux ambiances, deux cages, deux forces. Et quand Bear McCreary fait résonner le thème de Julia et Henry avec cette clarinette pleine de pudeur et de chaleur, tout s'apaise. On comprend que malgré la distance, quelque chose continue à battre entre eux. Et c'est peut-être ça le plus bel héritage de cet épisode. La certitude que l'amour et la mémoire ne meurent jamais vraiment. Et justement, en parlant de filiation et de continuité, vous commencez à me connaître. J'adore quand la série glisse ces petits clins d'œil qu'on ne repère qu'en étant attentif. Et dans cet épisode, il y en a quelques-uns qui valent le détour. Et d'abord, le plus discret d'entre tous, la chanson I Do Like to Be Beside the Seaside. On l'entend pendant le montage des lettres entre Julia et Henry, discrètement. Hein. On peut même passer à côté. Still in your Scottish phase? I adore Scotland. The flora and the fauna, the landscape, the archaeology, something inescapably romantic about all of it. Folklorist J.F. Campbell writes for Man. Pour les fans d'Outlander, c'est un vrai frisson. C'est la même chanson que Claire chantait à Faith dans la saison 2, hein, ce moment déchirant où elle dit adieu à son bébé mort-né. Et puis on la réentend aussi, bien sûr, à la toute fin de la saison 7, chantée par Fanny, cette petite fille mystérieuse qui semble avoir un lien avec Claire. Alors c'est un choix de musique évidemment sans doute très réfléchi. Hein. Cette mélodie évoque à la fois la tendresse maternelle et la nostalgie, mais aussi la perte et la transmission. C'est comme si un fil invisible reliait déjà Julia à Claire à travers les générations, à travers le deuil et l'espoir. Il y a quelque chose de troublant. Julia écoute cette chanson dans un contexte d'amour naissant, de lettres échangées pendant la guerre, alors que Claire la chantera dans des moments de séparation profonde et de douleur insoutenable. C'est comme si la mélodie portait déjà en germe tout le poids du destin des Beauchamp. Et puis, il y a cette question qui hante la communauté des fans d'Outlander. Pourquoi Fanny, donc saison 7, connaît-elle cette chanson ? Julia est enceinte, hein, donc en 1714. Ce bébé pourrait-il être l'ancêtre de Fanny et Jane, leur grand-mère ou grand-père ? La série sème les graines d'un mystère qu'on n'a pas fini d'explorer. On aura sans doute la réponse dans la saison 8, d'ici quelques mois. On verra. Autre clin d'œil très beau, le motif des lettres. L'écriture, c'est littéralement ce qui relie Julia et Henry, et ça fait écho à beaucoup d'autres moments d'Outlander. Les lettres de Claire et Jamie à Brianna et Roger au début de la saison 7, les journaux de Jamie quand il est imprimeur à Édimbourg dans la saison 3 et qui permettent finalement à Claire de le retrouver grâce aux archives de journaux. Dans Outlander, les lettres traversent le temps. Ici, elles résistent au temps. Et je trouve cette inversion magnifique. Les mots deviennent leur refuge, leur mémoire, leur manière de rester ensemble malgré tout. Et puis, il y a ces parallèles comportementaux entre Brian et Jamie qui m'ont donné des frissons. La scène où Julia tente de s'échapper et où Brian l'en dissuade en l'expliquant les conséquences, ça m'a immédiatement rappelé Claire qui veut fuir pendant le gathering dans la saison 1 et Jamie qui la rattrape dans l'écurie. Il ne l'empêche pas de partir, il ne la retient pas de force, il lui fait juste comprendre les dangers avec douceur et lucidité. Et c'est exactement la même approche chez Brian. Et ensuite, quand Brian prend les coups de fouet à la place de Julia, comment ne pas penser à Jamie, qui se fait fouetter pour protéger les autres, Jamie qui prend les coups pour Lyrie, qui se sacrifie pour Claire à Wentworth. Ce sens du sacrifice, cette droiture, cette façon de mettre son corps entre le danger et les personnes qu'il protège, ça c'est l'héritage Fraser. Et Brian le porte déjà. Et Jamie le portera après lui. D'ailleurs, petite anecdote des coulisses, Jamie Roy, l'acteur qui joue Brian,
avait auditionné pour Outlander il y a quelques années, pour la saison 7, mais le casting ne l'avait pas pris parce qu'il ressemblait trop à Sam Yuan. Trop de ressemblance physique, et ça aurait créé de la confusion. Mais pour Blood of My Blood, cette ressemblance devient un atout très fort. On y croit immédiatement. C'est le père de Jamie, pas besoin de mots, juste un regard, une posture, et on sait. En tout cas, pour moi, c'est une évidence. Je sais que c'est assez contesté parmi la communauté de fans, mais ouais. Et puis bien sûr, il y a les visages familiers, ou en tout cas les personnages familiers. Archbug d'abord, qu'on retrouve ici dans le clan Grant. Un clin d'œil évident aux fans de la série mère, hein, même si le personnage n'a pas encore la même épaisseur que celui qu'on connaîtra plus tard. Mais en tout cas, c'est un méchant, un vilain. Et puis, il y a Ned Gowan, cette fois interprété par Connor MacNeil, qui reprend à merveille ce ton à la fois vif, ironique et profondément juste. On sent déjà chez lui les prémices du futur homme de loi qu'on adore dans Outlander. Le casting d'ailleurs est bien vu. Bill Patterson, qui incarnait donc Ned dans Outlander, et puis Connor MacNeil partagent le même regard, la même malice dans le regard. On a vraiment l'impression que Ned a toujours été là, juste un peu plus jeune. Mais voilà, Ned pose aussi un sacré mystère. Henry va forcément devoir lui donner plus d'informations pour retrouver Julia. Un prénom ne suffira sans doute pas, il devra mentionner son nom de famille, Beecham, Beauchamp. Et là, la question se pose, comment Ned, des décennies plus tard, quand il rencontre Claire Beauchamp, Claire Beecham en 1743, comment Ned ne fait-il aucun lien? Alors certains fans ont une théorie assez folle, à laquelle j'ai pensé moi aussi, cette théorie selon laquelle Ned pourrait lui-même être un voyageur temporel. Ou alors au minimum quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît les pierres, qui comprend ce qui se passe, mais qui garde le secret. Après tout, Ned est toujours là où il faut au bon moment. Il aide Claire, il protège Jamie, il passe les décennies sans jamais vieillir vraiment. Bon, alors je plaisante sur ce dernier point, mais ça fait réfléchir. Alors la série ne nous donne aucune réponse pour l'instant, mais elle plante cette graine. Et moi j'adore ces petits mystères qui nous laissent imaginer, spéculer et inventer des théories pendant des semaines. Côté mise en scène, Jamie Payne s'amuse aussi à nous faire quelques clins d'œil visuels. Le cercle de pierre de Craig Nadoun, on devine juste qu'il s'y passe quelque chose, un grondement, une vibration, mais ce n'est pas explicite. Et c'est plutôt malin, ceux qui connaissent Outlander savent exactement ce que ça signifie, mais la série garde son mystère pour les autres. Donc, autre clin d'œil un peu à la mythologie du voyage temporel dont je parlais, ça se passe souvent dans un cercle de pierre. Et ce que j'aime dans ces clins d'œil, c'est qu'ils ne sont jamais gratuits. Certains spectateurs, je l'ai déjà dit, parlent de fan service. Mais pour moi, encore une fois, on en est loin. Ces parallèles visuels, musicaux, comportementaux font écho sans parasiter le récit. Quelqu'un qui découvre l'univers, ça passe inaperçu et c'est là. Et ça prend pas du temps d'écran. Je trouve que ces clins d'œil enrichissent la lecture pour celles et ceux qui connaissent déjà Outlander tout en restant invisibles ou simplement beaux pour les nouveaux venus. Ce sont des cadeaux pour les fidèles, des petits frissons familiers sans jamais nuire à la découverte de cette nouvelle histoire. Matt B. Roberts et Jamie Payne privilégient le clin d'œil émotionnel au simple clin d'œil visuel. Ils ne veulent pas faire du fanservice. Ils veulent qu'on ressente la continuité, pas qu'on la coche. Et ça, je trouve que c'est une très belle réussite. Vous le savez, à chaque décryptage, j'ai décidé de choisir un commentaire laissé sous mes publications Facebook et Instagram, un commentaire qui, pour moi, résume bien l'état d'esprit des addicts après l'épisode. Et cette semaine, c'est Marielle Orville qui remporte la palme avec ce message plein d'enthousiasme. Vivement la suite, trop bien, gros coup de cœur pour Julia. Et je crois que beaucoup d'entre nous se reconnaissent dans ce qu'elle a écrit parce que oui, Julia a conquis beaucoup de monde. Ce qui me frappe chez elle, c'est cette lumière tranquille qu'elle dégage à l'écran. Même quand elle est enfermée, surveillée, contrainte, on a l'impression qu'elle garde toujours une part de liberté intérieure. Et Hermione Corfield apporte tellement de naturel à Julia. Elle est douce, elle est lumineuse et avec une vraie force intérieure. Pas besoin de grands mots. Beaucoup de choses se passent dans son regard. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'attache autant à elle. Alors bravo Marielle pour ton commentaire. Tu remportes 1 mois d'abonnement au palier 3 sur Patreon pour profiter de tous les avantages des addicts passionnément. Continuez à me dire ce que vous ressentez, à partager vos coups de cœur, vos doutes, vos émotions. Je lis tout, et à chaque épisode, je choisis un nouveau commentaire coup de cœur.
Et je vous encourage d'ailleurs à aller sous mes publications avec les commentaires pour l'épisode 3, pour le prochain épisode. En conclusion, je dirais que c'est un épisode d'émotion, de douleur, de beauté aussi. On est à la fois dans l'intime et dans la grande histoire, avec la Première Guerre. Jamie Payne signe une réalisation d'une finesse incroyable. La photo est superbe, la musique de Bear McCreary sublime chaque instant. Bref, tout ça, ça sonne juste. Et ce que je retiens surtout, c'est la force de ce couple. Henry et Julia ne sont pas des héros parfaits, ce sont deux êtres humains pris dans un engrenage plus grand qu'eux. J'aime aussi la manière dont Blood of My Blood trouve peu à peu son ton. On sent qu'on s'éloigne d'Outlander tout en restant dans la même âme avec une tonalité émotionnelle différente mais bien présente. Alors et maintenant que vous avez vu toute la saison, j'aimerais vraiment savoir, en voyant cet épisode 2, est-ce que certains détails prennent un autre sens? Est-ce que vous avez repéré des indices que vous aviez ratés la première fois? La chanson I Do Like to Be Beside the Seaside, par exemple, maintenant qu'on connaît la suite, elle résonne différemment, non? Et puis il y a cette question qui me taraude depuis le début, Ned Gowan. Maintenant que vous savez comment l'histoire se termine, qu'en pensez-vous? Simple coïncidence ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus profond? Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans l'épisode, le cauchemar d'Henry, les parallèles avec Outlander ou peut-être un détail que vous n'aviez pas remarqué au premier visionnage. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi et merci pour tous vos messages, ici, sur Patreon, sur les réseaux. Je vous lis avec énormément de plaisir à chaque fois. Alors on se retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 3 où les choses vont vraiment se mettre en place. On retournera dans le clan Mackenzie. Et en attendant, prenez soin de vous.